Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de Monday Night Raw du 2 février 2020. Non, du 2 mars 2020. Le Raw qui ouvre officiellement la route vers WrestleMania et qui clôture Super Showdown. Donc on commence avec Brock Lesnar qui arrive sur le ring avec Paul Heyman, bien sûr, accompagné de Paul Heyman. Paul Heyman commence à promouvoir WrestleMania. Il dit que c'est la meilleure carte de WrestleMania de tous les temps. Bon, c'est pas trop ce que je pense. Et que c'est pas parce que Drew McIntyre a éliminé avec un Claymore Kick Brock Lesnar au Royal Rumble qu'il va le battre à WrestleMania. Et ensuite Drew McIntyre directement qui fait son entrée. Il monte sur le ring face à face avec Brock Lesnar. Premier face à face depuis le Royal Rumble. Face à face, ils se font face et Brock Lesnar fait mine de se barrer, mais il essaie de revenir, il se prend un Claymore Kick. Ensuite, Drew McIntyre s'en va, Brock Lesnar dans le mal total. Il essaie de remonter la rampe d'entrée, il se reprend un Claymore Kick par derrière. Et ensuite, tout le public est derrière Drew McIntyre. Il en réclame un autre et il rebalance un Claymore Kick. Brock Lesnar qui est vraiment dans le mal, quoi. Ensuite, Street Profit contre Murphy et Rollins. Pour le titre par équipe de Monday Night Raw. Petite promo des Street Profits qui disent que voilà, s'ils gagnent pas ce match, ils n'auront plus de droit, ils auront plus de chance pour le titre, etc., etc. Bon, le match commence. Les AOP sont sur la rampe d'entrée. Ensuite, ils commencent à s'avancer vers le ring, mais l'arbitre les renvoie au vestiaire. Et quand l'arbitre les renvoie au vestiaire, en fait, il est de dos à Rollins, ce qui permet à Kevin Owens, qui fait une arrivée surprise, de lui mettre un stunner en 2 spies. Et ensuite, Montez Ford qui enchaîne avec un splash pour la victoire. Donc, nouveau champion par équipe, les amis. Les Street Profits, champion par équipe de Raw, hyper content. C'est une équipe qui fait beaucoup d'efforts. Ils sont très bons au micro. Enfin, Montez Ford est très bon au micro. Ça marche très bien. Moi, je les trouve bien stylés et je suis très content pour eux. Ensuite, là, par contre, ce match, j'ai pas. Après ce match-là, j'ai fait que penser à ce match-là en fait. Ça m'a vraiment, ça m'a gêné. Riddick Moss contre Ricochet. Bon, moi pour le titre 24/7. Ricochet a perdu contre Brock Lesnar, ok, y a pas de souci. Mais ne faites pas perdre contre Riddick Moss. Qui c'est lui? Putain. Donc après quelques minutes de match, Riddick Moss met un neckbreaker à Ricochet. Vous avez un neckbreaker, bon c'était l'ancienne prise de Curtis Axel. Il faut aller voir, c'est l'ancienne prise de Curtis Axel, mais comme Curtis Axel n'a plus l'occasion d'utiliser, ils l'ont donné à Riddick Moss. Ricochet est en train de devenir un jobber ou c'est comment? Putain, Ricochet perd contre Riddick Moss. Et en plus, Ricochet n'a même plus son pantalon stylé qu'il mettait, son pantalon de catcheur. Il met un vieux slip tout pourri qui ne lui va pas du tout. Putain. Déjà, Brock Lesnar, il a fait vraiment. Brock Lesnar, je pense qu'il a détruit sa carrière à la WWE. Voilà, il n'y a plus de choix. C'est soit Ricochet fait un heel turn et il peut encore s'en sortir, ou soit sa carrière à la WWE est terminée. Ou soit il repart à 205 Live, lui part à 205 Live. Mais c'est beaucoup déçu. Ricochet en même temps, voilà. Il lui manque quelque chose, Il manque ce petit truc, je sais pas, peut-être qu'il l'aurait en heal. Je sais pas, c'est peut-être qu'en heal il aurait ce petit truc, un facteur X qui fait que. Pourtant il a tout, hein, il a le physique, il est plutôt beau gosse, il est sur le ring, il est très athlétique. Et aussi il lui faut un finisher, pas le code breaker. Il faut un finisher vraiment à lui, quoi. Pas le code breaker, ni son 600 tank, je sais pas quoi. C'est trop compliqué à porter. Non, je suis extrêmement déçu. Qu'ils ont fait gagner Riddick Moss, je comprends pas en fait Putain, bon bref. Donc AJ Styles arrive sur le ring, il dit que l'Undertaker veut lui voler son spotlight. Aleister Black débarque par rapport à la semaine dernière, vous savez quand The OC s'en est pris à Aleister Black en backstage. Donc il arrive et Styles, il arrive pour affronter AJ Styles. Et Styles lui dit que s'il veut l'affronter, il doit d'abord affronter Karl Anderson. Aleister Black bat Karl Anderson, mais Karl Anderson s'est quand même défendu. Ensuite, Styles lui dit que dans le contrat c'était stipulé aussi que il devait affronter Luke Gallows. Là ça devient un peu plus compliqué. Luke Gallows se travaille très bien, mais il réussit à le battre aussi.
mais il est très bien, il est très diminué et Styles se bat avec son phénoménal forearm et le fait de le compter à la style Deadman pour provoquer l'Undertaker, je pense. Donc voilà, grosse victoire d'AJ Styles et on aura AJ Styles, Seth Rollins contre Street Profits pour les titres par équipe à Elimination Chamber, AJ Styles contre Aleister Black pour la fierté à Elimination Chamber. Ensuite on enchaîne avec Ruby Riott et Liv Morgan contre Liv Morgan et Sarah Logan comme arbitre. J'ai pas compris. Sarah Logan c'est Marie mêle tout quoi. Déjà elle est jamais dans les histoires, mais elle se mêle de tout quoi. La dernière fois qu'on l'a vu, elle était partie voir putain. Comment s'appelle la championne NXT là, Rhea Ripley. Elle fait oui, mon Nitro c'est mon territoire. Putain, elle se mêle trop des histoires qu'il a regardé quoi. Donc en fait elle cherche un match pour WrestleMania quoi. Il y a toujours. À chaque retour WrestleMania, il y a toujours des quémandeurs de matchs. Bon bref, Ruby Riott pousse Sarah Logan. Ruby Riott pousse Sarah Logan parce que Sarah Logan met un peu de temps pour faire le compter. D'après elle, ensuite Liv Morgan en profite pour lui faire un roll-up pour la victoire. Et au moment où Ruby Riott veut s'attaquer à Sarah Logan, Liv Morgan lui met un Shining Wizard et Sarah Logan frappe Liv Morgan avec un Running Knee. Et ensuite regarde le logo WrestleMania. Bon voilà, un triple threat féminin pour WrestleMania. Bon. C'est trop. Bon, Liv Morgan m'intéresse. Mais elle m'intéresse pour son physique. Mais les deux autres non, elle m'intéresse pas quoi. Donc ensuite on enchaîne avec Noé José qui est dans les vestiaires. Ça fait au moins un mois qu'on n'a pas vu. Je suis grave content de l'avoir vu. Je suis grave content qu'il soit là. Il donne à chaque fois de la bonne humeur. Non, je rigole. Donc Noé José dans le vestiaire. Qui demande à Eric Rowan ce qu'il y a dans sa cage. Rowan accepte de lui montrer et lui dit tout simplement il ne le montrait pas parce qu'on lui demandait avec agressivité, qu'on lui demandait pas gentiment, c'est pour ça qu'il ne le montrait pas. Bon, je pense franchement sur les personnes j'ai dû voir sur peut-être il a affronté plus de 12 jobbers hein, je pense, il en a vraiment affronté beaucoup. Il y en a peut-être un qui lui a demandé. Personne lui a demandé. Personne lui a demandé. J'ai vu personne lui demander ce qu'il y avait dans la cage. Donc il arrive du jour au lendemain en disant que les gens lui ont demandé. Personne t'a demandé gros. Là t'es en train de te faire des films. Hein. Moi c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Logique WWE là ça va pas du tout. Hein. J'ai vu personne demander à Eric Rowan ce qui se passe dans la cage. Hein. J'ai vu des gens prendre la cage, oui. J'ai vu des gens essayer de toucher la cage, oui. J'ai vu personne demander. Donc Eric Rowan, arrête de nous mytho. Voilà. Donc Eric Rowan nous montre ce qu'il y a dans la cage. Bon, grosse tarentule en plastique, hein, électrique, qui bouge les pattes. Dave Meltzer avait déjà annoncé ça. Bon, putain, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a même plus de suspense quoi. Dave Meltzer, il serait même capable de dire quel slip porte c'est Vince McMahon quoi. Le mec est tellement bien informé, tellement de taupe à la WWE que c'est pas possible quoi. Il laisse s'échapper trop d'informations. Il y a un surplus d'informations qui fuitent et ça nous cache vraiment les surprises quoi. Avant quand je regardais catch c'était ça, le catch c'est ça aussi, c'est de la surprise, il n'y a pas que à chaque fois Dave Meltzer s'amuse à tout balancer. Franchement, Vince McMahon il faut qu'il fasse le ménage quoi. Je sais pas si c'est des informations qu'il laisse fuiter, qu'il accepte de laisser fuiter mais franchement... Donc ensuite on enchaîne avec Shayna Baszler contre Kairi Sane. Kairi Sane qui est accompagnée de Asuka dans son coin de ring. Bon très rapidement, Becky Lynch vient en commentaire avec une couronne et je sais pas, juste la jouer Charlotte Flair. Donc du coup, victoire de Shayna Baszler avec son Kirifuna Clutch qui fait abandonner Kairi Sane et ensuite lui remet un Kirifuna Clutch. Et voilà quoi, qui se confronte à Becky Lynch à la fin. Donc cette rivalité continue. Il y a un Elimination Chamber entre 6 personnes, mais Becky Lynch n'est intéressée que par Shayna Baszler. Un Elimination Chamber sans surprise. C'est vraiment le Elimination Chamber le moins surprenant qu'il y aura quoi. Franchement, je pense qu'ils y gagneraient à faire perdre Shayna Baszler. À Elimination Chamber, ils la font perdre, grosse surprise, ils font gagner une Liv Morgan, et ensuite, petite rivalité avant WrestleMania, un petit match entre Liv Morgan qui remet son titre de No One Contender contre Shayna Baszler, et Shayna Baszler là, la démonte et l'envoie à l'hôpital pour quelques mois quoi. Là, ce serait sympa,
Mais là, ils vont faire gagner Shayna Baszler sur la facilité, quoi. C'est comme Roman Reigns qui arrive, qui nique toutes les plans en disant je suis le prochain, alors qu'il était prévu qu'il y aurait un Elimination Chamber masculin de SmackDown pour désigner le number one contender pour Goldberg. Mais non, ils ont préféré faire autrement, ils ont préféré faire les choses à la va-vite, comme d'habitude. Et voilà quoi, la route de WrestleMania n'en est plus gâchée quoi. Parce que Goldberg ne sera pas là assez souvent pour builder le match. Donc ensuite on enchaîne avec le match que j'attendais le plus depuis au moins une semaine, et je vais même me le remater ce soir. Une leçon de catch, une leçon technique. Déjà j'aimerais noter que Rey Mysterio portait un maillot à l'honneur de Eddie Guerrero. Voilà, Eddie Guerrero, grande légende, Hall of Famer, Hall of Famer qui a été intronisé l'année de sa mort. Donc Rey Mysterio avec Humberto Carrillo contre Angel Garza et le retour d'Andrade Almas. Mais franchement là, 4 performeurs, 4 mecs qui savent bosser ensemble. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. C'est un plaisir pour les yeux. Angel Garza, il y a quelque chose à faire avec ce mec. J'y croyais pas trop au début, mais il y a quelque chose à faire avec ce mec. Il dégage un charisme, une classe. Il y a quelque chose à faire avec ce mec. C'est pas un Andrade. C'est pas Andrade le nouveau Eddie. C'est Angel Garza. Angel Garza, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Là, par contre, là, j'aime beaucoup son air un peu condescendant. Il a un air assez condescendant qui fait. Il me fait penser un peu à Randy Orton dans les débuts, vous savez, quand il était dans l'évolution, toujours la tête haute, toujours des beaux sourires. Il me fait penser un peu à Randy Orton à cette époque-là. Il y a quelque chose vraiment quelque chose à faire. Ils peuvent pas se rater avec ce mec. Donc ensuite, victoire de Rey Mysterio et Humberto Carrillo. Rey Mysterio qui fait un double 619 sur Angel Garza et Andrade Almas. Ensuite, un magnifique moonsault de Humberto Carrillo sur Garza pour la victoire. Donc Humberto Carrillo qui couvre pour la première fois son cousin. Enfin. Donc ensuite on enchaîne avec le main event of the evening. Beth Phoenix qui vient qui vient. Entre deux Beth Phoenix, elle a même pas le temps d'ouvrir la bouche. De toute façon vous remarquerez que Beth Phoenix est venue. Je vous le dis, mais elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas pu parler. Orton arrive et dit que Edge lui a sauvé la vie, qu'il était là pour des moments où il a fait besoin, voilà, qu'il a fait ça pour que Edge reste à la maison avec ses filles et qu'il ne revienne pas catcher. Et Orton dit qu'il aime la famille de Edge, qu'il aime ses deux filles, que tout ça c'est la faute à Beth Phoenix. Parce qu'elle l'a encouragé à revenir sur le ring et qu'on donne pas à boire à un alcoolique. Et que Edge est drogué à la foule. Et il dit que... Orton dit aussi que il aime plus la famille de Edge que Beth Phoenix. Ça j'ai trouvé ça ouf quand même. Qu'il aime plus la famille de Edge que Beth Phoenix. Et là quand la situation commence à s'intensifier, les regards de Beth Phoenix se font un peu plus violents. Et Randy Orton insulte Beth Phoenix de salope. Beth Phoenix lui met une claque et enchaîne avec... Je sais pas pourquoi, elle lui a mis une grosse tarte. Et ensuite elle lui a mis un coup de pied. Je sais pas compris ce qu'elle voulait faire. Et Randy Orton lui met un RKO, ni 2, lui met un RKO. Et ensuite t'as plusieurs catcheurs dont Mysterio, R-Truth, Kurt Hawkins je crois. Voilà, plusieurs catcheurs, plusieurs officiels qui viennent. T'as Brian Saxton aussi qui dit que Randy Orton est un fils de pute. Carrément quoi. Et voilà quoi, le show se finit comme ça sur une Beth Phoenix KO par terre. Voilà. Bon show, franchement bon show. En fait le show c'était un show d'une efficacité redoutable. Parce que tous les matchs étaient bien placés. Tous les matchs étaient très bien placés. En plus on finit sur un... Putain, c'est ça que j'aime bien, c'est quand on finit sur... Le main event, faut pas forcément faire des gros matchs au main event, tu fais juste un angle aussi efficace. Voilà, avec un gros point d'interrogation pour la semaine prochaine. Juste avant, tu mets une sorte de main event. Le Carrillo, Garza, Andrade et Mysterio, ça fait largement le taf. Et voilà, c'est un show d'une efficacité redoutable. Et SmackDown,
qu'ils en prennent de la graine là, parce que ça va plus du tout là. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. Abonnez-vous, likez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.